I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous au cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à tous, désolé, ça commence super bien, petit problème de micro pour ma part, et j'espère que vous n'êtes pas déjà partis. En tout cas, je vous souhaite bienvenue dans The Cinema Show ou The Cinéma Retard à ma foi. En tout cas, je suis enfin ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps que je suis pas venue à l'animation et j'espère que ça sera pour le meilleur et pas pour le pire. Tous les mercredis, vous le savez, on se retrouve pendant 1h30 pour parler de l'actu ciné de la semaine. Déjà, avant toute chose, comment allez-vous mes chers chroniqueurs ? Ça va et toi? Impec. Très bien. Eh ben ça va. Déjà, on n'oublie pas aussi la régie qui fait un taf de fou. Bonjour Yanis. Bonjour. Mais oui, magnifique. Voilà. Bonjour et bonjour à Simon qui est à la radio peut-être. C'est ça. Non, l'émission il est pas là. Ok, bon d'accord. Ouais. Super, il boude. Si, il est là, mais il s'en fout. Il s'en fout. Eh ben c'est super. Moi qui pensais qu'il allait faire comme d'habitude une intervention de 10 vides toutes les 30 secondes, c'est loupé. Bon, moi j'ai une question pour vous, mes chers chroniqueurs. Vous savez que Sylvie Vartan fait quand même partie du cœur de l'émission. C'est un petit peu... Vous voyez les petites chansons qu'on cache un peu. Donc c'est quoi, à vous, vos chansons un petit peu secrètes, un petit peu honteuses? Par exemple, toi, Hugo. Wow, L'inavouable. Tu vois la chanson que tu oses pas trop raconter, trop dire? La BO de Holly Motors. Ouais, oh, ça balance. Non, j'aime bien Claude François. Voilà. Claude François, ok, laquelle? Ouais, j'aime bien Claude François. Je sais pas d'exemple comme ça, mais j'aime bien m'écouter Claude François. Ou Aznavour aussi. Donc, oh, ça va, c'est soft. Et toi, Maxime, t'en as des pires? Parce que je suis sûre que malgré ton aigreur, t'as un petit carré de sucre qui se coince quelque part. La BO de Taxi. Ouais, non, ça, c'est pas du tout inavouable. Moi, j'avoue ça tous les jours. J'en écoute même régulièrement. Non, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu l'univers de la funk, la musique électronique, comme ça. Oh là. Ok. Et ça, c'est inavouable pour toi, du coup? C'est souvent une musique qui est souvent associée au même internet ou à une culture, au fait, qui m'est pas du tout familière pourtant. Et j'en écoute très régulièrement, trop régulièrement. Donc, voilà. Je sais pas si on peut considérer ça comme ça. Ok, ma foi. Et toi, Jules? J'en ai pas vraiment en tête, mais je dirais, je pense, des vieux morceaux des années 2000-2010, un peu ringards aujourd'hui. Ah ouais, genre l'Eurodance et tout. Non, quand même pas. Mais il y a des trucs, je pense, mais j'en ai pas en tête. Ok, ça va. Je sens que c'est un truc où il fait genre, voilà, on va pas le traumatiser. Il met bien la poussière sous le tapis quand même. Non, mais je sais plus, un truc hyper vague, quoi. Bon, et toi, Lucas, est-ce que tu vas assumer? Moi, quand j'étais petit, j'adorais Gérard Lenormand. Ok. J'adorais vraiment les fans. Ça non, mais c'est pas une honte, mais ouais, quand même. Mais voilà, moi j'adorais ça. J'adorais. Écoutez, merci pour vos révélations. Et puisque je suis de bon cœur, moi je vais vous révéler la mienne. C'était Dalida. Et je vous avoue qu'en voiture, ça m'accompagne toujours. Je suis navrée. Faut pas monter avec moi. Mais bon, bref, passons. Donc, est-ce que vous savez les films qu'on a à voir cette semaine? Vous avez révisé? Oui, on les a Très bien. Eh bien, vous allez tout de suite me dire, pour le premier film, qui est le réalisateur de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan? C'est Ken Scott. Bien. Et ensuite, pour notre deuxième film, qui est le réalisateur de Alto Night? C'est Barry Levinson. Barry Levinson, bien. Ouais, c'est ça. Et attention, le troisième film de notre semaine sera Prosper et le réalisateur est... aucune idée. Jean-Pascal Zadi. Non, il joue dedans, mais j'ai oublié. On fait mal notre travail. Eh ben non, pour le troisième film de notre semaine, on va débattre du coup d'un film de Johan Gloaguen. Oh là là, il fallait toujours que je bégaye sur un nom. Gloaguen. Voilà. Donc bon... Nous allons passer juste après avec les chères news de Maxime et nous passerons ensuite au débat de la semaine, puis au top, à notre chère carte blanche. Nous accueillerons Ciné Campus pour une superbe interview et nous les battrons
Hein, on va les battre. On espère, même s'il y a des candidats redoutables. C'est ça, j'ai un petit peu peur, mais on va les battre. Et ensuite, on passera évidemment au reco de la semaine, et puis à la fin de l'émission, comme d'habitude. Et tout de suite, les news préparées avec soin par Maxime. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. On entame sans plus attendre cette page de news avec notre traditionnel mercato de la semaine. Et on commence ce mercato avec la bande-annonce du prochain film du cinéaste Paul Thomas Anderson, réalisateur de There Will Be Blood en 2007, qui a été dévoilé cette semaine et qui promet un résultat explosif. Le film s'appellera One Battle After Another et on retrouvera au casting Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro ou bien encore Teyana Taylor. Côté scénario, le film retracera l'histoire d'un ex-révolutionnaire replongeant dans son passé mouvementé et devant à tout prix protéger sa fille, jouée par Chase Infiti, une jeune tireuse d'élite prometteuse. La date précise de la sortie du film n'a pas été communiquée, mais on devrait le voir dans les salles obscures d'ici quelques mois. Est-ce que ce film sera enfin celui permettant au réalisateur américain de décrocher son tout premier Oscar ? Réponse très prochainement. On enchaîne avec notre expatrié français préféré, à savoir Omar Sy, qui continue sa carrière dans le cinéma américain, puisqu'après Jurassic World 1 et 3, Transformers 5 ou bien encore le remake The Killer de John Woo, on a pu le voir cette semaine dans la bande-annonce du film Shadow Force, où il partagera l'affiche avec Kerry Washington. Le film réalisé par Joe Carnahan retracera l'histoire de 2 agents d'une unité spéciale qui désobéiront aux règles en tombant amoureux. Ils seront alors obligés de fuir pour protéger leur enfant, traqués par cette unité spéciale, dont l'antagoniste à la tête de tout ça serait incarné par Mark Strong, qu'on a pu voir dernièrement dans le film Tar, ou bien dans la production Netflix Atlas. La date de sortie est estimée pour l'été 2025. Pour terminer, on vient d'apprendre également cette semaine qu'il y a un film sur le comte de Monte Cristo. J'ai les news de l'année dernière là. Ah non, c'est les bonnes fiches. Oui, bon d'accord. Un film britannique sur le comte de Monte Cristo va voir le jour. Pour tenter de mettre la barre aussi haute que notre Pierre Ninet national, spoiler alert, c'est impossible. D'ailleurs, il méritait son César et je vous emmerde. Pas du tout. C'est l'acteur Regé Jane Payne, acteur qu'on a pu voir sur Netflix avec les Chroniques de Bridgerton, qui aura le rôle principal. Il sera d'ailleurs à la fois acteur et producteur du film, et le scénario sera écrit par Patrick Ness, connu notamment pour avoir été le showrunner de Class, le spin-off de Doctor Who. Aucune date de sortie n'est annoncée, mais sachez qu'en faisant mes recherches pour ce mercato, j'ai vu qu'une adaptation féminine du Comte de Monte Cristo va être faite pour TF1 avec Audrey Fleurot dans le rôle principal. Imaginez Edmond Dantès diagnostiqué HPI. Non, je déconne, mais imaginez quand même. Est-ce qu'un projet de ce mercato vous tente ? Toujours Paul Thomas Anderson qui va faire un film incroyable, comme à chaque fois. Est-ce que du coup ce serait peut-être son premier Oscar ? Peut-être, mais c'est pas ça qu'on recherche de Paul Thomas Anderson. C'est pas un réalisateur à Oscar. Chaque film de Paul Thomas Anderson est une claque, même si j'aime moins ce Three Bill Wellbod. Mais c'est. Ah, ça dit non en régie. Quoi ? Bah si, c'est lui. Si, c'est lui, mais c'est pas le bon titre de film, c'est ça. Ok. Non. Au moment où il a dit j'ai tué mon fils, c'est lui là. Hein There Will Be Blood. Excusez-moi. Voilà. Donc non, c'est toujours un réalisateur exceptionnel. Bon, j'attends, c'est le film que j'attends le plus de 2025. Et pour ce qui est du Comte de Monte Cristo britannique, j'aime bien René Jean Page, donc pourquoi pas. Les autres, quelque chose à dire? Moi, Paul Thomas Anderson, ça a l'air incroyable. C'était le teaser, ce n'est pas la bande-annonce. La bande-annonce sort le week-end qui vient. Mais le teaser, 1 minute 1000, ça envoie du lourd. Ouais, ça envoie du pâté quand même. Ça promet d'être un truc un peu explosif. Il y a Prion avec Paul Thomas Anderson, c'est un riant. Stuntman, bon, c'est un habitué. Mais non, honnêtement, ça a l'air une expérience. Voir une femme enceinte avec une mitraillette, ça a l'air fou. Ouais. Voilà. Oksana, un commentaire peut-être? Non, mais j'ai pas d'avis. Non. Bon, j'avais envie d'avoir la suite. Écoute, la suite, on l'a tout de suite. On enchaîne du coup cette page de news avec le retour d'un film annulé. La nouvelle est tombée, le film Coyote vs Acme, qui avait été tourné mais qui a vu ses projections en salle annulées par la Warner, devrait bel et bien être disponible prochainement. Le film a coûté environ 70 millions de dollars et avait été amputé au dernier moment afin de réduire de 30 millions de dollars les taxes imposées aux distributeurs. Le film, dans lequel on retrouve évidemment Coyote du dessin animé Bip Bip et Coyote,
relate le procès que ce dernier intente envers la société Acme pour ses produits défectueux. Il sera également porté par John Cena qui joue le rôle de l'avocat plaidant la cause de Coyote. Le film devrait être distribué par Ketchup Entertainment, la même société derrière la distribution de Daffy et Porky Sauve le Monde. Aucune date de sortie n'est encore annoncée. Est-ce qu'il y a une réaction sur ce retour sur grand écran ? Ça fait très plaisir, pour le coup, de voir ce film sauvé. Est-ce qu'on peut espérer pour les autres films de la même gamme de Warner aussi qui ont été amputés, peut-être ? Batgirl va jamais sortir. Non. C'est jamais. Mais je suis très content que Coyote versus Acme sortent, parce que c'est toujours bien d'avoir des films qui sortent. Et surtout des films d'animation aussi. Un film fini qui allait pas. Ouais, voilà, il a été fini intégralement, il a été tourné, monté, et vraiment, c'est au tout dernier moment, il a été annulé. Mais à cause de David Zaslav, c'est donc le patron de la Warner qui fait une politique de l'économie, toujours garder de l'argent. En plus, oui, c'est complètement con. Enfin, ils ont mis 70 millions pour la production d'un film, et pour économiser 30 millions de taxes, il manque toujours 40 millions de dollars, mais ils annulent quand même le film. C'est le patron de Warner, quoi. Donc content qu'il va enfin sortir le film. Puis ça fait du bien, puis surtout avec le petit succès qu'a été Daffy et Porky Sauve le Monde, je trouve que l'animation, notamment avec les personnages un peu classiques, etc., je pense qu'il y a moyen de trouver son public, et du coup que le film, au détriment d'être forcément rentable, marche au moins un petit peu dans tous les cas. Il sera pas rentable à mon avis. Ah ouais. Je pense qu'il y a trop d'argent qui a été dépensé dedans. 70 millions, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de budget, effectivement. Ouais. Bon, écoute, on verra ça très prochainement. On continue ces news avec une pomme en décomposition. Le média IndieWire a révélé cette semaine que le service de streaming Apple TV+ ferait perdre plus d'1 milliard de dollars par an à l'entreprise américaine, et ce malgré une hausse récente de 45 millions d'abonnés. Cependant, quand on sait que la division Apple Service détient également Apple Music, Fitness, News+, Arcade, Books et iCloud, et qu'entre novembre 2024 et janvier 2025, Apple Service aurait généré 124,3 milliards de dollars, bien loin donc du déficit provoqué par Apple TV+. Il est important de préciser que Apple TV+, malgré un gouffre financier pas si important pour Apple du coup, représente moins d'1% du visionnage en streaming et est encore bien à la traîne derrière les géants que sont Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Et on a vu récemment ces investissements dans les contenus cinématographiques diminuer d'1 demi-milliard de dollars. Est-ce qu'on peut dire que Apple TV+, et peut-être les programmes originaux qui sont dessus sont potentiellement en danger ? C'est dommage que les programmes d'Apple sont en danger, parce que ce sont les meilleurs pour moi. On a eu Severance. Qui a beaucoup fait parler de lui. Une des meilleures séries de ces dernières années. Même les films dans lesquels ils investissent. Les films, c'est toujours des bons choix. Des produits de qualité. Donc c'est dommage. Bon choix entre guillemets, parce que Apple TV+, moi, la seule chose qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est Napoléon de Ridley Scott. Il y a une proposition quand même derrière Napoléon. C'est pas un mauvais produit. Ça peut être un mauvais film, mais c'est pas un mauvais produit. C'est pas un mauvais produit, c'est un produit très défectueux. Mais ils vont peut-être réduire le budget, parce que ils l'ont réduit. Ils l'ont réduit. Il y a déjà des films dans lesquels ils avaient investi, au final ils vont moins investir, justement parce qu'ils ont pour projet de réduire petit à petit le financement. Ils vont ne pas renouveler les séries à eux ou pas ? C'est pas précisé, mais s'ils continuent de réduire petit à petit et qu'ils se voient que finalement Apple TV+ n'arrive pas à vraiment concurrencer des gros services de streaming, je pense qu'à terme il y a moyen justement qu'ils au pire, ils arrêtent quelques séries ou quelques programmes originaux, ou même quelques investissements dans les films. Au pire du pire, dans ce cas-là, vraiment, ils arrêtent totalement Apple TV+, ce qui est pas impossible. Comme dit, ils ont plein d'autres choses Apple. Donc bien sûr. Ils ont tous les autres services, iCloud, etc. Ça leur apporte tellement plus. Mais là, comme il le disait justement, et c'était bien décrit au fait dans l'article, que 1 milliard de dollars, ça paraît énorme, mais vu qu'ils en génèrent 124 milliards derrière, c'est rien, quoi. C'est rien. Non, mais j'espère que les séries comme Severance, qui sont produites sur Apple TV, Ted Lasso, tout ça, vont toujours être produites quand même, parce que je pense que c'est quand même des séries populaires. Mais la peur, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles séries, en fait, avec d'aussi belle qualité. Parce que quand même, Apple TV, c'est que des bonnes séries, donc j'ai peur que les séries vont un peu à peu moins être produites. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Ouais, on espère que ça se portera mieux d'ici quelques temps alors.
On termine cette page de news avec une nouvelle inquiétante. Inquiétante, oui, mais malheureusement pas surprenante. Nous avons appris lundi soir que le co-réalisateur Hamdan Ballal, tout récemment oscarisé du meilleur film documentaire pour le poignant No Other Land, a été sauvagement lynché par des colons israéliens à Soussiya, au nord de la Cisjordanie occupée. Le journaliste israélien Yuval Abraham, également co-réalisateur du documentaire, qui était le fruit d'un travail israélo-palestinien, s'est exprimé sur Twitter expliquant que les colons sont entrés par effraction dans le domicile du réalisateur pour le passer à tabac avant d'être capturé par l'armée israélienne alors qu'il était dans l'ambulance censée l'emmener à l'hôpital. Cet acte nous rappelle à chaque instant que le cinéma occidental est bien chanceux d'être libre, alors que dans d'autres nations, des cinéastes se mettent en danger chaque jour pour dénoncer la barbarie humaine auquel leurs pays font face. Rappelons aussi que du fleuve jusqu'à la mer, la Palestine sera libre. Et je précise aussi qu'on a eu des nouvelles hier après-midi comme quoi apparemment il a dû être relâché. Parce que le message c'était il devrait être relâché. Donc on n'a pas eu d'autres messages depuis, mais normalement il devrait être relâché. Mais voilà, ça nous montre juste que, encore une fois, malheureusement, on a justement cette Palestine qui est visiblement... qui est surtout réellement et malheureusement victime de cette barbarie israélienne et de ce régime tyrannique. Une réaction? Pas de réaction? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ignoble. C'est juste ignoble, voilà, c'est dégueulasse. Et puis, il faut juste rappeler qu'il y a des réalisateurs dans tout le monde qui veulent proposer leur propre vision et qui sont interdits. Je trouve ça malheureux. Je pense aussi aux graines du figuier sauvage. Voilà, Mohamed Rasoulov justement, qui a eu de gros problèmes avec l'Iran, bien sûr. Et les filles d'Olpha aussi. Les réalisateurs de Mon Gâteau Préféré aussi, le duo des réalisateurs de Mon Gâteau Préféré aussi, ils ont eu de gros problèmes en Iran, ils ont été arrêtés aussi. Film qu'on a chroniqué il y a un mois et demi de cela. Donc ils ont eu des gros problèmes aussi. Mais ça nous montre bien juste que le cinéma français, on se plaint, mais on a quand même pas mal de chance d'avoir encore un petit peu de liberté. Voilà. Oui, et merci en tout cas Maxime pour nous avoir tenus au courant. Merci pour toutes ces news. Et on va les terminer pour passer directement à la partie des débats. Ce soir, l'équipe et moi-même allons débattre de 3 films. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ça aurait pu être 3 films, mais non, ce n'en est qu'un. The Altonite et Prosper. On commence tout de suite par le nouveau film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et franchement, je paye un paquet de bonbons à celui qui devinera le nombre de fois que j'ai dit Sylvie Vartan durant l'émission. Voilà, je le dis dans le live. Franchement, là, c'est un truc de fou. Bref, à ce rythme-là, on va éviter de dire Sylvie Vartan trop de fois, sinon ça va être une petite incantation vaudou. Donc tout de suite, on va voir la bande-annonce qui parlera tout de suite beaucoup mieux. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital! il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. On devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était roboute. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Bon.
C'était la bande-annonce de Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et si vous voulez un petit résumé du film, c'est tout de suite. En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d'une famille nombreuse. Roland naît avec un pied beau qui l'empêche de se tenir debout. Contre l'avis de tous, elle promet à son fils qu'il marchera comme les autres et qu'il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies de preuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d'une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d'un destin incroyable et du plus grand amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant. On retrouve bien sûr dans le rôle de Esther Perez, Leila Bekti, dans le rôle du fils Roland Perez, Jonathan Cohen, dans la version adulte, je n'ai pas le nom de l'enfant malheureusement, pardon. Et ensuite on retrouve Sylvie Vartan dans son propre rôle. Jules ? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Ouais, moi je vais pas avoir énormément de choses à dire à part une grosse critique sur la fin que je réserve du coup. Mais moi déjà j'ai appris juste avant de voir le film que c'était Ken Scott et j'adore ce réalisateur parce que j'ai vu Starbuck il y a 1 an ou 2 qui avait atteint mon cœur comme rarement les films le font. Du coup j'y allais avec beaucoup d'espoir et j'ai pas autant rêvé que devant Starbucks, j'ai pas ressenti autant d'émotions, même si je reconnais que le film est très bon, il a de très belles qualités, les acteurs sont excellents, l'histoire est très belle, mais j'ai pas eu ces émotions que j'attendais en allant voir ce film en sachant que c'était Ken Scott. Mais, mis à part ça, voilà, le film, moi je l'ai vraiment quand même trouvé bon dans l'ensemble. Après, il y a du coup un élément qui m'a énormément dérangé et je pense que je ne serais pas le seul à en parler, mais c'est le fameux deepfake qu'on retrouve pour faire Sylvie Vartan plus jeune, que j'ai trouvé absolument hideux. Et... Est-ce qu'on lui envoie $800,000 pour qu'elle fasse une opération elle aussi? Non, mais c'est vrai que c'était assez spécial. Mais alors je crois que c'est l'une des fois où je suis le plus sorti d'un film. Ça m'a coupé totalement dans le film et je pense que ça a joué dans le fait que du coup j'ai pas été atteint comme Starbucks a pu le faire dans l'autre film du coup de Ken Scott, parce que cet élément vraiment est trop perturbant. Mais c'est bien aussi à tester quelque part, je fais un mini parallèle, mais avec tout ce qui se passe avec les IA, les machins, etc., ça montre aussi que ça marche pas du tout dès qu'on met un petit peu trop de technique sur quelque chose de vivant, quoi. Ou alors il y a peut-être pas assez de budget pour ça aussi. Oui, mais peu importe, même avec du maquillage ça serait mieux passé. Une actrice plus jeune comme on en voit souvent dans d'autres films, enfin bref, il y a super moyen. Le film se base là-dessus. Oui, voilà. Juste assumer qu'elle est vieille maintenant. Oui, donc, voilà. Ou alors à la rigueur, même si ça ressemble pas trop, bah tu prends une actrice plus jeune pour la jouer. Qu'est-ce que j'ai dit, Maxime? Pardon, je fais du mansplaining alors que j'ai juste pas écouté. Bah c'est pire. C'est pire. Je suis animatrice quand même, hein. Il m'écoute pas. Bon bah, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter, Hugo? Parce que Maxime, au but chez toi. Oui. Non, le film est très doux en fait, très mignon. Mais il a très mignon quand même dans son développement, je trouve. On aime bien la relation un peu conflictuelle quand même quelquefois entre Jonathan Cohen et Leila Bekti, entre la mère et le fils. Mais le film se déroule. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur le film, mais c'est un bon film qui passe bien en fait. Mais j'ai quelques réserves sur un truc, notamment sur le fait que durant tout le film, sauf jusqu'à la fin bien sûr, le film nous dit de cacher son handicap et d'essayer de le soigner. Mais je trouve qu'actuellement, on doit vivre à son handicap, en fait. On ne doit pas le cacher, on doit l'assumer. Et le film cache un peu l'handicap qu'a le petit. Donc, il a un pied beau, donc un pied déforme. Et je trouve ça dommage de le dire comme ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, la fin peut régler ça, en fait. Oui, après, c'est vrai que c'est hyper subtil. En soi, tu as absolument raison, mais je trouve que comme ça part d'une histoire vraie, malheureusement, si la personne qui a écrit en soi le scénar et tout ça l'a vécu comme ça, et ça a été son histoire, en plus dans une autre époque aussi, c'est vrai que c'est important de le retracer, justement, parce que à la fin, l'acteur montre que, non, justement, il le change, et puis il change l'histoire, et c'est important. Il assume pas complètement, je trouve. Il a écrit un livre dessus quand même. Oui, il écrit un livre dessus. Et là, le livre, on passe même pas 30 secondes avec l'écriture du livre. Oui, c'est ça, moi j'aurais bien plus montrer que le personnage de Jonathan Cohen assume à la fin son handicap. On le voit à la fin que 30 secondes, je trouve ça un peu dommage. Après, quelque part, je suis d'accord, mais il a créé un film, donc il expose absolument toute la vulnérabilité. Mais le fait qu'il crée un film n'est pas dans le film. Oui, je comprends. Okay. C'est pour ça. L'intention est bonne quand même, ça. Mais je trouve que l'intention est bonne, mais le développement scénaristique est moins bon, je trouve. Oui, je comprends.
Lucas, je sens que tu avais envie d'intervenir. Non, mais il a raison. Une manière de penser sur le handicap, c'est vrai. Même si moi, il l'accepte peut-être pas longtemps. On le voit 1 minute, mais au moins il accepte. Mais au moins il accepte. S'il n'est pas accepté. Il manifeste, il utilise l'écriture, le livre, le roman, l'art. Bon, c'est exprimé, bon, ça. Très bon. Oui, moi, mon avis sur le film, c'est une immense hymne pour les mamans. C'est un immense hommage pour les mères. C'est clair. Moi, j'ai reconnu ma mère, j'ai reconnu plein de femmes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont aidé, qui m'ont élevé. Donc, ça, c'est bon. Leila Metni est une sensibilité immense, mais pas eux. Elle a une force, mais incroyable. Ça m'a étonné pour sa facette de jeu. Jonathan Cohen, une rôlerie attendue, mais une émotion inattendue. C'est ça qui m'a surpris. Et puis, Jonathan Cohen, Leila Metni, ils se connaissent, c'est des amis. J'avais vraiment peur de ça. Et résultat, ça marche. On y croit, ouais. On les voit pas en amis, mais on les voit en fils-mère. Et Jonathan Cohen ne fait pas du Cohen, et ça, c'est ça fait du bien. Là, il sort vraiment de son rôle qu'il a dans quasiment tous les films dernièrement ou dans les séries, c'est-à-dire vraiment le rôle de Marc. Au fait, c'est le stupide, benet, etc., qui est là juste pour amuser, faire la comédie. Ouais, là, vraiment, il a un rôle où il est beaucoup plus impliqué, il est beaucoup plus émotionnel, je trouve, et il arrive vraiment à sortir de ce Jonathan Cohen et à vraiment à incarner le rôle qu'il est censé incarner dans le film. Ça, c'est clair. On a pu quand même Jonathan Cohen, mais moi je trouve que vraiment le casting en entier est excellent. Oui, bien sûr. Plus de la moitié du film, on a le petit de l'anatomie d'une chute. Milo, oui, c'est ça. Mais moi, c'est à défendre. C'est que le film parle des mères, mais le film parle évidemment la mère amène à la famille. Où est la famille à la deuxième partie du film? Justement, il le dit qu'elle s'est éclatée et que ça s'est fragmenté. C'est dommage de focaliser sur le fils. Évidemment, c'est important, le personnage principal, mais le fils principal, mais il manque notre famille, en fait. Les autres fils et filles ne sont pas caractérisés. Ouais, les sœurs et ses frères disparaissent totalement. Ils sont importants dans la première partie. Ouais. Milo Ratner, Milo à la meilleure scène du film. On lui dit moi je peux pas lire, moi je sais lire. J'ai eu un petit fou rire sur cette scène. Non, avec eux, le fils s'élève avec eux. Ouais. L'événement, la renaissance d'une famille, ils sont où à la fin? Après, faut pas oublier que le titre du film, ça reste Ma mère. Donc je trouve que c'est pertinent aussi de se concentrer que sur la relation de la mère, quitte malheureusement à faire un peu disparaître ces personnages. Parce que des moments où ils peuvent les montrer, les romans de famille, l'hôpital, c'est le moment où elle est malade, mais pour moi, ça fout la gueule, il y a une est là. Mais je pense que le problème aussi, c'est que si on devait se concentrer sur les autres personnages, le film il ferait 2 heures, plus de 2 heures, et ce serait un peu indigeste. Mais c'est au moins les montrer un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils disparaissent totalement, et il y a quand même ce truc où on l'oublie pas, nous, qu'ils étaient là au début, et on ressent ce vide. On ressent vraiment ce vide. Mais est-ce qu'on ressent plus ce vide avec la disparition de la famille ou avec le deepfake? Ça fait une fin parfaite, Maxime. Non, je peux finir encore mieux. Mais il faudra que tu me la redises parce qu'elle était trop bien. Je peux finir encore mieux. Il y a Guardian Isiris dans le chat qui a dit c'est un rôle à contre-pied. Ok, elle a battu, elle a gagné. Sur ce, si vous n'avez pas autre chose à dire, parce que vraiment c'était parfait, je vous propose qu'on débatte d'autres films. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est très bien. Mais avant ça, je veux que vous m'accompagniez dans une dernière invocation magique de Sylvie Vartan afin d'écouter le titre qui tourne en boucle dans ce film, La Maritza. C'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain.
d'autrefois. La 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 tous les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir, et nous on les a suivis à Paris. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. Passons maintenant au deuxième film de la soirée. On change d'ambiance, on oublie la bonne humeur et l'espoir, on bascule dans la mafia avec The Alto Night. Et je vous propose évidemment la bande-annonce tout de suite. Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. But that's the risk you take. Me, I take that. Yeah, but you're not where I am. I give to charities, I pay my taxes. Let's remember something. I put you where you are today. It's because of me. Mr. Good Citizen, you want to be like them? Come on, you ain't like them. They own this country. They're bigger gangsters than we ever could be. All of a sudden, you want to be half in, half out, half a racketeer? You can't have it both ways. You're either in or you're out. You must have seen who shot you. The man took a shot at his own boss. We just grew up together. Frank sometimes forgets where he comes from. You're more fly off the handle. You make sure he's dead. Bang, 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 bang. I don't want to make a lot of noise. Noise? It's a fucking gun. What happens now? I'm gonna retire. I need to find a way to take it all down. It's just you and me. We are our own family. He's up to something. I'm telling you, he's not going to try anything. How do you know what he's going to do? Ooh, Lord, ain't my trouble so hard.
vous venez de voir du coup la bande-annonce de The Altonite de Barry Levinson. Et si vous savez toujours pas de quoi ça parle, eh bien c'est deux des plus redoutables figures de la mafia new-yorkaise, Frank Costello et Vito Genovese, qui luttent pour le contrôle de la ville. Autrefois meilleurs amis, la jalousie et les trahisons les mènent inévitablement à l'affrontement qui enchaînera la chute de la mafia américaine. Et comme il n'y a jamais de film mafieux sans Robert De Niro, ici, dans le double rôle de Vito Genovese et de Frank Costello, eh bien on a Robert De Niro. Ensuite, on a bien sûr Debra Messing dans le rôle de Bobby, Cosmo Jarvis dans le rôle de Vincent Gigante, et le rôle de Anna Genovese, on retrouve bien sûr Catherine Narducci. Alors, Hugo, toi qui avais l'air si joyeux et heureux de ce film, je rigole. Mais je voulais voir quand même ce film, mais j'étais intrigué, mais bon. Les films de mafieux à notre époque, c'est compliqué, parce qu'il y a un héritage derrière. Il y a toute la saga Le Parrain, les films de Scorsese, c'est compliqué à faire parce que le genre a été tellement perfectionné que renouveler ce genre, c'est très compliqué. Donc le film essaye de renouveler le film de mafieux, mais il n'y arrive pas du tout. Le film n'est pas intéressant alors que l'événement qui est un fait réel est très intéressant. On parle quand même de la mafia qui se réunit dans tous les pays des États-Unis. C'est un truc de fou. Mais le film n'a pas d'enjeu, du coup c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et c'est dommage parce que t'avais quand même un sujet à faire. Robert De Niro joue bien un rôle sur deux. Il joue très bien le rôle de Frank Costello, mais il joue très mal le rôle de Tony. Donc pour moi, je trouve que c'est un Joe Pesci en fait. Il joue Joe Pesci. Et le personnage est très mal écrit tout. C'est Joe Pesci, mais un moins bien fait. Et en fait, il faut les ramener Joe Pesci pour jouer ce rôle-là, en fait, c'est tout. Et il y a quelques scènes intéressantes. Je pense quand même à la scène du procès qui est, je trouve, bien montée. Voilà, mais c'est dommage. Le climax du film, c'est juste des mafieux qui courent à travers la forêt. C'est pas intéressant. C'est une garden party qui finit mal, quoi. Voilà. Et en fait, quand tu fais un film de mafieux, tu fais le rise and fall. Donc tu montres la montée de la puissance d'un mafieux et la chute. Là, tu montres aucun des deux, du coup. Tu montres pas la chute, même si tu en parles un peu à la fin, via des diaporamas. J'en reparlerai de ça après. Et la montée, tu le fais avec des diaporamas. Ça marche pas du tout, en fait. Et du coup, ça marche pas. Ça marche pas et on s'intéresse pas au film. Hein, et c'est dommage. Et du coup, un effet de mise en scène qui est utilisé dans le film, c'est aussi l'utilisation d'images d'archives, vraies ou pas. Et c'est un PowerPoint. En fait, c'est dommage. C'est mon avis sur ce film. Et c'est un vrai gâchis pour moi. Non, mais je te rejoins complètement. Et je trouve déjà que sur le Rise and Fall, au fait, on n'arrive pas simplement parce qu'au fait, c'est des vieux mafieux. Oui, et du coup, les vieux mafieux, ils font plus grand chose justement parce qu'ils sont plus dans le coup, donc ils ont besoin des jeunes. Voilà, et là, je suis désolé. L'âge moyen ne dépasse pas les 80 ans, je pense. Voilà, mais sans déconner, c'est tellement des vieux mafieux. Enfin, même un club de bridge du 3e âge, il y a plus d'action, tu vois, il y a plus de tapage de gueule. Et là, non, vraiment, c'est vraiment lent. Ouais, alors l'histoire pas intéressante. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle est pas intéressante, mais je trouve par contre qu'elle n'arrive absolument pas à emporter. Et moi vraiment, je me faisais chier devant quoi. Puis moi j'ai eu un gros problème surtout au niveau de la mise en scène et du cadrage notamment. T'as parlé de la scène du procès. Moi, je trouve que la scène du procès, il y a des trucs qui me vont absolument pas. Notamment, il y a un espèce d'aller-retour entre Robert De Niro qui passe à la télé et Robert De Niro qui voit Robert De Niro qui passe à la télé. Et au fait, Robert De Niro qui voit Robert De Niro qui passe à la télé. C'est pas le même personnage au cas où. Exactement. Il est pas filmé il est filmé, mais d'une manière qui pour moi est complètement hors sujet. C'est-à-dire que il est filmé un peu à la manière de The Office. C'est-à-dire que vraiment, on a des mouvements de caméra qui sont très rapides avec des zooms directement sur les visages, et je trouve que pour un film de gangster, surtout pas, tu l'avais dit, mais c'est un genre de film qui a été très perfectionné, et donc on a des codes très spécifiques, et si on les respecte pas et qu'on sort des limites, si on n'arrive pas à se réinventer de la bonne manière, c'est très casse-gueule. Et je trouve que là pour le coup, cette manière de faire un The Office, ça ne marche absolument pas. C'est complètement hors sujet et ça sort du film. Genre moi j'ai vu le cadrage, j'ai dit mais il est où Michael Scott? Moi sur ces allers-retours, moi ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il l'utilise au moins 10 fois dans le film pour essayer de créer une tension, alors que tu sens tout venir 10 minutes avant que la séquence arrive. Et
Enfin, ça va avec le fait que le film est vide, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que le film est un peu vide parce que c'est joué par le même acteur Non, c'est un gros problème au niveau du scénario, je pense, surtout. Oui, ça, je m'en doute, mais est-ce que ça c'est Barry Levinson. Le scénario, le montage. Le scénario, le montage, mais vraiment le scénario, tout est cramé, il y a des kilomètres. Tu vois le début de la scène, même si c'est une scène qui dure 20 minutes, parce qu'en plus, le film, il fait quasiment 2h20, je crois. Si c'est une scène qui dure 20 minutes, mais le plot twist de la scène, tu l'as au niveau des 30 premières secondes. Ouais, à partir du moment où tu as des mots qui sont prononcés, bah oui, on sait ce qui va se passer. Même le déroulement de l'histoire, comment on la raconte, elle est d'une manière assez immisable, horrible. J'ai été étouffé par ça. Et là, bien dit, j'avais pensé à ça, les diaporamas. Mettre des photos, moi, toujours une histoire, arrêtez. Non, mais faites la diaporama et c'est bon. Moi, c'était en mode, c'est bien de raconter des histoires à travers des images. Je trouve c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le film commence par une histoire à la moitié de l'histoire. C'est qu'il manquait le début. Le film s'appelle comment The Adult Lie. Et on apprend au fil et à mesure du film, c'est à part, ce n'est pas spoil, mais c'est à part, où les deux se sont créés leur business. Moi, on n'avait pas montré ça au début. Moi, on n'a pas fait vraiment Barry Levinson. Moi, vous n'avez pas fait une fresque de Gangster comme il était une fois en Amérique ou que sais-je. Vraiment une immense fresque où on a le début de la jeunesse et la fin, la déchéance. Ça aurait été tellement impactant. Le dernier plan de fin où on voit en Mignon marcher, ça aurait été plus émouvant, bouleversant et percutant. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont vu une histoire magnifique et ils l'ont juste monté comme une merde et mal raconté. C'est vraiment décevant. Les films de mafieux, c'est comme des histoires de cinéma. Là, non, c'est décevant. Et en Merdinero, d'ailleurs, Costello, il joue un personnage, un chien battu, et Vito, l'a dit magnifiquement bien. Mais non. T'en as gros sur la patate en tout cas. Non, moi j'ai vu la séance comme si j'avais. Non, je me suis vraiment ennuyé. Bon, la première fois de toute ma vie, je me suis ennuyé. Il y a Hugo dans le chat. Il y a Hugo dans le chat qui dit vous décrivez la dernière soirée diapo de mon oncle avec son voyage à New York. J'ai l'impression. Le film te fait déjà les retours et te met des diapos parce qu'en fait, il écrit très mal ses personnages et du coup tu dois introduire des données, des personnages, mais du coup tu n'arrives pas à bien le faire, du coup tu fais au forceps et du coup tu rajoutes des diaporamas, des allers-retours qu'on comprend pas. En plus de ces diaporamas, il y a aussi ce truc de sorte d'interview documentaire où il y a juste De Niro face à la caméra et ça arrive ça arrive au début, on sait pas d'où ça vient, ça fait un décalage total et quand ça revient dans le film, mais tu te dis mais tu as un documentaire ou tu as un film et tu sais pas sur quel pied il veut danser et c'est insupportable. Surtout il n'y a pas de sanction pour le personnage principal, c'est quand même un mafieux, il faut pas oublier. Dans tous les films de mafieux, il y a toujours une sanction pour le personnage. Dans Les Affranchis, le mec devient un mec qui est lambda. Dans le Casino, le mec il est emprisonné aussi, pareil. Et là, il n'y a pas de sanction, il est toujours dans sa villa, il fait des roses, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc il n'y a pas de sanction, il faut une sanction toujours dans un film de mafieux. Et à la fin, là, il n'y en a pas, je trouve ça dommage. Et c'est Barry Levinson, quand même, c'est Rayman, quand même, Barry Levinson, c'est Good Morning Vietnam, c'est quand même des films qui sont quand même très bien. Mais pourquoi il s'est perdu là-dedans, en fait? Il a tenté, peut-être. Avec Jules, on en parlait, et je pense que Jules est d'accord avec ce qu'on disait, et que c'est une très bonne conclusion. Au fait, le film, il aurait dû être réalisé par Martin Scorsese. Ouais, totalement. Alors, il aurait fait 3h30 si c'était Martin Scorsese, mais je pense qu'il aurait été de bien meilleure qualité. Même si Martin Scorsese réalise, il n'est pas au scénario. Là, le scénario est catastrophique. Ah bah oui, non mais il aurait dû prendre le scénario. Il aurait déjà au moins un peu amélioré le montage. Je voulais juste finir. Il aurait pris aussi De Niro et DiCaprio. Il aurait fait Killers of the Flower Moon 2, tu vois. Mais... Et je voulais juste finir pourquoi ce film existe, en fait. C'est le projet de mon patron préféré, David Zaslav, de la Warner, qui a du coup voulu faire des économies en annulant la sortie on en a parlé, de Coyote versus Acme, de Bad Girl et tout ça, pour produire ce film, en fait, parce que ces deux amis, ça fait 30 ans qu'ils cherchent à financer ce film. Au bout de 30 ans, tu te dis peut-être que le scénario est mauvais, en fait. Et on comprend pourquoi. Donc le film existe parce que David Zaslav a deux amis. Et c'est parce qu'ils sont têtus, quoi. C'est ils sont têtus, mais il faut arrêter parce que le film est mauvais.
Voilà. C'est fou parce que tu te dis, au bout de 30 ans, le scénario est peut-être mauvais, il fallait peut-être s'en rendre compte, mais tu t'es pas dit ça pour Megalopolis. Je vais vous arrêter là. En tout cas, avant que vous vous battiez sur des vieux films dont on parle pas cette semaine, voilà, si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, un mauvais date ou quoi que ce soit, allez emmener du coup ces gens-là à cette séance de cinéma. En attendant, je vous propose qu'on se détende sur une petite comédie un peu chelou avec du coup le film Prosper, et c'est tout de suite la bande d'annonce. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Je suis chauffeur VTC, j'habite chez ma mère, elle s'appelle Oisé Hélène. Elle vit va. Enfin, allez, des acacias. Je suis prêt à collaborer au maximum. C'est bien lui. C'est bien lui, quoi. Ok. J'ai pris votre pote, là, Monsieur King, dans une course. Vous allez Uber Yanangae. Quand je me suis retourné... Quoi? Monsieur, il était déjà mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Les 30 000, je les ai pris aussi, mais je suis en galère, je suis en chien. Ça fait une semaine que je porte le même slibard. Je lui ai pris ses chaussures, c'est vrai. Les chaussures, elles sont magiques. C'est moi. King. Ouais. Bon, t'as vu, j'ai emprunté ton corps. Donc mon problème, c'est ton problème. Toi et moi, on va aller chercher le Zoba qui m'a fait ça. Oh, personne t'a dit que t'avais un buisson qui t'avait poussé sur la tête? Pas bruit, c'est bruit. Maman! C'est toi qui m'as fait ça? Non, c'est pas moi. Mais ça te va bien. J'ai plus rien sur le caillou, on dirait une noix de coco. Maman, t'es sérieuse ou quoi? Osa stylé, hein? L'argent, il est où? Espèce de fils de pute. Hey! Non, pardon, madame, pardon. Ça va te paraître complètement délirant ce que je vais te raconter là. Mais tu vas mettre combien là maintenant? Il est mystérieux, mon fils. Tu connais ça? Maman, ça s'appelle Tinder. Pourquoi tu lui mets une photo avec ton fils? Ah non, franchement, ramène pas de gars ici pour te faire ken juste à côté, là, l'angoisse. Hein. Ce que vous venez de voir, du coup, c'est la bande-annonce du film Prosper de Johan Glohagen. Et si vous savez toujours pas de quoi ça parle, eh ben, je suis toujours là pour faire un petit résumé. Prosper, chauffeur Uber à côté de ses pompes, prend comme passager un homme mourant qui vient de se faire tirer dessus. Paniqué, Prosper se débarrasse du cadavre tout en lui volant sa paire de bottines en croco. En les portant, il se retrouve habité par l'esprit de l'homme assassiné qui s'appelle King, un gangster qui est respecté et craint de tous, partagé entre ces deux personnalités que tout oppose, Prosper et King unis dans un seul corps en quête pour démasquer l'assassin de King. On retrouve bien sûr Jean-Pascal Zadi, Cindy Bruna et Mamadou Minté. Et du coup, Maxime, est-ce que tu as quelque chose de positif? Je souligne le mot positif à dire parce que tu es aigre. Non, je suis pas aigre, c'est faux. Un peu moins aujourd'hui, j'avoue. Non, que dire sur Prosper? Au fait, Prosper, je pense que c'est le genre de film, tu me dis, ah, tu l'as vu? Je te dis, ah oui, c'est vrai. Tu vois, ça c'est typiquement aigre. Non, mais oui, c'est très aigre. Pour être un petit peu plus sérieux, non, le film marche bien. Il y a certaines vannes qui peuvent éventuellement marcher. Il y a certaines vannes qui m'ont eu, certains persos. Je pense notamment aux deux sbires du patron qui sont un peu cons, mais bon, ils font leur part du marché et ça va. Pour ce qui est de Jean-Pascal Zadi, ouais, bon, il a son jeu d'acteur. J'ai pas envie de dire qu'il fait du Jean-Pascal Zadi. Mais quand même. Bon, ouais, allez. Mais il fait pas du Jean-Pascal Zadi comme Jonathan Cohen fait autant du Jonathan Cohen. Voilà. Du coup, il fait du Jean-Pascal Zadi, c'est ça? Il fait du Zadi Jean-Pascal. Mais ouais, non, le film marche bien. Le concept, ça va. Il est pas ultra original, mais il y avait quand même de la matière et je trouve qu'il est pas assez exploité, ou du moins c'est un peu bancal, parce que ce concept justement de ces bottes magiques qui te permettent de reprendre l'âme de quelqu'un qui est mort, ça aurait pu grave être intéressant. Il y a des éléments qui sont intéressants, je pense notamment il y a quand même eu un travail assez conséquent, et ça j'aime bien par contre, sur l'esthétique, notamment lors de la transformation. Il y a des flous, une caméra qui est assez mouvante, c'était pas trop mal, mais bon, ça n'empêche que c'est pas le film de l'année, c'est pas la comédie de l'année. Ouais, c'est un film, faut aller le voir parce que faut aller le voir. Ok, voilà. Une bonne dose de somme là chez Maxime. Est-ce qu'on peut remonter les avis quelque part à la table? Alors, ah oui, merci, moi, vas-y, j'ai peur. J'ai quand même rigolé à plusieurs moments dans le film. Surtout, j'aime beaucoup le personnage du loser
que joue Jean-Pascal Zadi. Bah, il le joue très bien. Vraiment, il joue trop bien. Et puis, il y a des trucs qui marchent assez bien. Je pense aux blagues autour du truc du barbecue qui m'ont beaucoup fait rire. Ou même tout ce truc de sa voiture Uber, et il se retrouve avec une grosse BM, un truc comme ça. Il se retrouve avec une grosse BM, mais il préfère sa petite Peugeot. Le salon. J'ai très envie d'aller au salon du barbecue, du coup. Oui. Mais du coup, il y a vraiment ce personnage de loser qui est très cool. Et puis, des personnages typiques des comédies. Donc, les deux qui vont pas du tout ensemble et qui font n'importe quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui marchent quand même assez bien dans la comédie. Moi, je trouve quand même que l'idée est pas si folle, du moins son exploitation est pas extraordinaire. Je trouve surtout que l'idée, ce concept-là des bots et tout, elle est amenée extrêmement tardivement par rapport au film. C'est pour ça que vraiment les 15 premières minutes du film, j'étais devant et je me suis dit, mais je me suis gouré de salles, c'est pas possible. Parce que vraiment je ne comprenais pas où le film voulait en venir. Et c'est à partir du moment où ça a commencé à bien s'installer, l'intrigue et tout, parce que t'as des personnages qui sont présentés bien trop tard, je trouve, dans le récit. Et du coup, c'est une fois que tout ça s'amène, tu dis, ah putain oui, effectivement, d'accord, on en est là. Et non, le film au début il est très confus. Il y a aussi, comme dans beaucoup de comédies, parce qu'on veut se concentrer sur l'aspect comique, il y a quand même des simplicités scénaristiques, tout ça, qui sont un peu gênantes, je trouve. Mais sinon, mis à part ça, oui, c'est pas un mauvais moment, c'est oubliable, mais tout de même, on apprécie de voir ce film. Et quand même, il y a aussi un truc assez cool, c'est d'être dans ce milieu de la SAP. Le milieu de la SAP, le milieu de la mode, Il est jamais représenté. Alors moi, c'est pas du tout un milieu qui m'intéresse. Moi non plus. Mais le voir au cinéma, c'est quand même cool qu'il y ait un film qui se concentre sur ça. Ça met en lumière quelque chose que le cinéma montre pas du tout. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est pas mal. Presque envie de m'intéresser un peu plus au milieu de la SAP. Allez, semaine prochaine, on fait l'épisode en venant complètement sapé. Tu vas juste venir un polo, donc. Non, mais t'as eu une occasion pour les Césars et non, donc bon. Un polo rouge. Ouais, non, mais vous allez pas remettre la table aussi là. Lucas. Bon. Moi, un petit avis. Le cancre, très bien. Moi, je vais juste dire un truc, c'est à votre avis, combien de films le jour de sa sortie, combien d'entrées a fait le film? Je sais pas. Je sais qu'il en a quasiment. Il nous fait déjà un coup. Oui, un point si vous voulez. C'était pas un truc genre 15 000 ou un truc comme ça? 131. Le jour de son... 131 d'entrées le jour de sa sortie. 1000 131. Non, 131. Juste 131. Pas le 1000. Ouais. Ça fait mal au cul, ça. Mais bon, ils se sont un peu ratrattrés là. En même temps, il n'y a pas eu de promo pour le film. On les a pas vu passer les bandes annonces. Non. Il n'y a aucune affiche, aucune promo. Non, on a eu Jeff Tuch pendant 3 mois qui nous faisait bonne séance. Dans très peu de cinéma. Franchement, j'ai envie de dire d'aller le voir parce que quand même, il est sympa et c'était une bonne idée dans le scénar. Il y a du bon jeu et puis il y a des ça soutient bonnes le idées. cinéma français toujours, voilà. Oui, et puis même mais il y avait plein d'idées assez pas souvent exploitées comme on l'a dit, la SAP. Et puis même le scénario, moi je trouvais, certes, on le connaît un petit peu, mais il y avait des surprises qui étaient plutôt bien. Donc pour aller au moins à 135, allez le voir. Non, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses un peu à dire autour de ces super bottes? Est-ce que vous les voulez, ces bottes en cuir? Non. Je suis pas trop cuir. Me faire posséder par un mort. Mais après c'est pas chaud de l'expérience. Après, tu te fais posséder par un mort, mais c'est un mort qui a la classe. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu t'es bien sapé après. Et qui a de la thune. Voilà. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Bon, puisque vous avez plus rien à dire, je vous propose qu'on ferme un petit peu les débats de la semaine et puis qu'on propose et puis qu'on passe en fait au top tout simplement. On les propose pas, on passe au top. Évidemment, on commence toujours par le top 1 de chaque chroniqueur et ensuite on verra le top général. Pour toi Maxime, quel est ton... Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Ah ok, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, c'était beau, ça sortait du cœur. Jules. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. C'est beau. Et toi Hugo? Dieu, Sylvain Vartan et ma mère. C'est pas mal aussi. Et toi Lucas? Ma mère. Mais oui. Et moi, voilà. Juste ma mère. Surtout pas le film. Bon très bien. Et sans aucune surprise, du coup le top 1 est évidemment Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. En deuxième position, on retrouve Prosper et ensuite The Alto Nights. Est-ce que vous auriez vu des petits films un petit peu en plus cette semaine? Je crois que oui. Petit film, j'ai vu Blanche-Neige. Ouais, petite production. Spoil pas trop. Non, le film est plutôt sympathique. Ça allait en famille, ça va, c'est bien en fait. Voilà, la réécriture est plutôt bien menée, je trouve. C'est pas le film du siècle, mais ça va. Et les nains en CGI? Les nains en CGI, c'est pas mal. Voilà, je suis beaucoup critiqué, pas moi je les trouve drôles. Donc c'est le principal. Bon.
Bon bah voilà. D'autres films? J'ai vu Les Baudins partent en ville, mais est-ce que ça... Ça c'est Lucas qui l'a vu. Ouais. Et Lucas donc, il a vu Les Baudins. est-ce que il nous a dit non, il nous a pas laissé il a trop bien noté sur les ça aurait été son J'ai genre. donc c'est la bonne note, donc c'est qu'il avait bien aimé. C'était son genre de nous laisser une lettre avec son Ouais. avis, mais bon. Et il y a Simon qui a vu La Cache, l'un des 2 films post-mortem de Michel Blanc. Il a dit que c'était bien. Il y avait des idées, mais c'était mal amené. Il y avait des idées, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben merci en tout cas beaucoup pour vos avis. Et il est l'heure de passer du coup à notre fameuse carte blanche. Ah oui, Béatrice est une artiste tout à fait tonifiante, poignifiante, tout à fait touchive. Et je dirais même que c'est une artiste qui a beaucoup de chance, parce qu'elle allie à la fois talent, beauté et humour. Nous sommes ici parce que nous aimons tous le cinéma, nous avons l'amour du récit, de l'image, du voyage que propose l'audiovisuel. Et malgré toute cette beauté, il y a toujours un mauvais côté, bien sûr. Nous aurions pu parler d'IA, de Disney qui change l'origine du nom de Blanche-Neige, ou bien des 7 nains qui sont pas humains, du choix des actrices. Bref, et du choix de réadapter beaucoup d'histoires. Bref, beaucoup de ragement dans cette carte blanche. Tout ça pour dire que non, nous avons décidé de faire une carte blanche assez soft. Et de demander la question suivante. Être fan, oui, mais jusqu'à quel point? Voilà. Simple, pas d'aigreur, juste du débat. Je pense qu'on peut être fan, je pense. Déjà, c'est une déclaration bon. choc. Fan, c'est bien. Ça, oui, c'était dans l'énoncé. Mais on doit être fan jusqu'à comme la liberté, jusqu'à la... Faut pas que notre attitude de fan soit un truc dangereux, en fait. Voilà. Et à votre avis, du coup, pourquoi on en est amené à parler des limites des fans? Parce que récemment, ces 10 dernières années, il y a des fans, surtout sur les réseaux sociaux, qui se réclament être les plus grands fans de l'univers et ne s'accordent pas à une autre vision que peut avoir l'œuvre. Et du coup, ça s'embarque dans des menaces, dans des clashs, des insultes. C'est un peu trop, je trouve. Et c'est notamment beaucoup les films de Disney, les productions Disney qui sont touchées. On a vu ça avec La Petite Sirène, le remake en live action, le remake en live action de Blanche-Neige. Enfin, voilà. Ouais. C'est des films, malheureusement, où on a des communautés souvent beaucoup trop boomers et archaïques, à tendance fasciste et misogyne, à être totalement opposées à la moindre relecture ou au moindre nouveau regard apporté. C'est pas vraiment non, c'est pas des fans. Sociaux, en l'occurrence, pour La Petite Sirène, je pense pas que c'était des fans, juste des gros raslards de ses morts. Voilà, tout le monde ouvre sa bouche sur les réseaux pour dire son avis, mais c'est vrai que les vrais fans, à ce moment-là, on les voit même pas, quoi. Et... Ah, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose aussi à relever, je trouve, je sais pas si vous allez partager mon avis, mais notamment par exemple, je sais pas, sortons le film Blonde, les communautés de fans aussi ont tendance, je trouve, à dévier du sujet, c'est-à-dire on va surtout juger les acteurs ou les actrices pour telle ou telle icône ou personnage qui sont dans notre représentation du coup mentale, et du coup si la personne ne correspond pas à l'attente, évidemment que chaque fan va avoir son mot à dire pour critiquer la personne, le physique, plutôt que du coup de prendre aussi souvent en fait l'histoire, le nouveau point de vue ou peu importe. Je trouve qu'il y a aussi cette catégorie de fans où ils ne permettent pas du tout en fait de voir là où veulent aller les œuvres, mais ils se contentent juste de l'image, soit du coup incarnée par des humains, mais ça peut être autre chose. Là on parlait de Disney, juste le côté hyper archaïque de l'image mentale de ce qu'on se fait de l'histoire de Blanche-Neige, mais ça va aussi très bien jusqu'à dénigrer des hommes et des femmes, quoi. Et c'est en ça où c'est violent aussi. C'était le cas des acteurs qui jouent Ramsay Bolton et Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones, qui sont deux raclures et qui se sont pris les fans n'ont pas fait la différence entre le personnage et l'acteur, et ont harcelé ces acteurs parce qu'ils jouaient quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Exactement. Et c'est un truc problématique parce que il faut quand même limiter la fiction et la réalité. Et du coup, où on va jusqu'à la limite des fans, c'est sur cette question où c'est problématique. Où est-ce qu'on peut jusqu'à aimer ces personnages? C'est ça le problème. Pardon, je n'arrive pas à m'exprimer. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est mieux d'être dans une sorte de cocon où on va aimer nos personnages mais être à côté de la réalité? Ça, c'est la question et je sais pas s'il faut répondre, mais... Il y a Lucas qui m'a mis une bonne grosse tape dans l'épaule et qui m'a dit « Mec, Negan !» Ouais, oui, évidemment. Oui, non, mais Negan a eu la même... Bien sûr. Mais dans le sens, on parle de fan, mais c'est mieux de parler de l'être humain.
Les fans, c'est des êtres humains. Oui, bien sûr. Et c'est des gens, ils les projets, les gens, ça parle de l'éducation. Il faut avoir une éducation. Oui, bien sûr, mais même au-delà de ça, je pense que certaines personnes, parce qu'ils sont dans l'adoration d'une image ou d'une personne, se noient complètement au-delà de l'éducation. C'est un pilier, je pense, comme tu l'énonces, mais je pense que ça va aussi à une dérive qui échappe aussi. Il y a un peu ce phénomène de masse. Plus les personnes vont adorer, je sais pas, moi par exemple, je reviens toujours du coup à Marilyn Monroe, etc. Tout le monde va se faire une image, etc. Et l'actrice, du coup, pour peu qu'elle soit un peu différente, pour peu qu'elle représente un angle, par exemple, un peu différent, etc. Tout de suite, c'est beaucoup d'harcèlement. Pour les personnages là dont on exprime, ils ont la tête entre guillemets du mauvais personnage, et puis ça les quitte pas, quoi. Et c'est parce qu'il y a une communauté qui, au-delà de l'humain et l'éducation. Le cinéma, c'est universel, c'est en main, c'est une manière de s'exprimer. Chacun a le droit de s'exprimer. Ah bah oui. Donc, si le réalisateur qui veut faire blonde, il apporte une nouvelle facette de Marilyn Monroe, il a le droit, c'est une nouvelle version, nouvelle facette de l'actrice. Il fait un film, c'est son point de vue. Ça, on est d'accord. On respecte son point de vue. Moi, je respecte le tien. Comme lui, il respecte le tien. C'est ça, c'est une forme de communication, d'un respect. Donc, le cinéma, ça sert à ça, ça sert à s'exprimer. Donc, les fans, il faut avoir une forme de modération. Mais de toute façon, c'est toujours ce problème des extrêmes, dans quel que soit le domaine en soi. C'est si tu te fermes à tout dialogue, c'est problématique. Et il faut, même en étant le plus grand fan d'une chose, rester ouvert à toutes les propositions et les possibilités. Il y a Dadam dans le chat qui résume très bien ça et qui dit « faut aimer quelque chose mais en restant critique ». Oui, mais du coup, ça c'est assez vrai. Et du coup, comment ça se fait que certaines personnes s'emballent au point de prendre les personnages pour des vraies personnes? C'est-à-dire que quand on propose un personnage avec une identité de personnage, soit les gens ne quittent pas le personnage et du coup, pendant toute la carrière de l'acteur, il va être consigné à tel personnage, ou soit on va le détester dans la vie réelle. Comment ça se fait qu'il y a ce la nostalgie, en fait. Il y a des gens qui sont très emportés par un personnage ou par un univers de manière générale, au point qu'ils en oublient complètement que ça reste juste du cinéma et de la fiction. Hein. Et oui, la nostalgie joue beaucoup dedans. Bien sûr. T'as des émotions fortes que tu n'arrives pas à recréer. Du coup, tu veux essayer de le recréer, mais tu n'arrives pas. Et du coup, c'est frustrant pour ces personnes où on croit qu'on ne respecte pas leur vision, en fait. Et du coup, c'est frustrant pour eux. Mais il faut se détacher de ça, en fait. Accepter des nouveaux projets, de fois arrêter d'être dans un confort et de fois d'être un peu perturbé par certains films. Voilà. Oui, je vois. Est-ce que vous avez d'autres choses un petit peu à raconter ou à exprimer sur... Il faut juste arrêter le harcèlement, voilà. Et avoir un sens critique finalement que ce que vous voyez n'est pas réel finalement. Enfin, c'est réel, mais pas réel non plus jusqu'au bout. Il faut avoir un sens critique et un letterbox. Allez, c'était sûr. Waouh. Blague de cinéphile. Et ben c'est super. Sans transition, du coup, on va passer à l'interview de Ciné Campus. Ciné Campus, un cycle de 5 projections sur le thème de la voix, projeté au cinéma Utopia par les étudiants de la licence cinéma. Oui, ça. Eh bien, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien installés, tout va bien? Oui. Alors, on va accueillir du coup, enfin on accueille déjà puisqu'ils sont déjà là, au plateau Corto Coral Fornès, est-ce que je prononce bien? C'est ça, oui. Et Théa Boyer, je prononce bien? Super. Ils viennent nous parler du film Blowout de Brian De Palma. Déjà, qu'est-ce que vous avez à nous raconter un petit peu sur ce film-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de ce que c'est, du résumé du film? Parce que nous, on part du principe qu'on ne connaît rien ici. Ok, du coup, Blowout, c'est un film réalisé par Brian De Palma qui est sorti, je crois, en 1991. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un personnage interprété par John Travolta, qui en gros, il fait le montage son pour des films d'horreur un peu de série B. Et en gros, un jour, on va lui demander d'avoir un cri un peu convaincant pour un film d'horreur que sa boîte produit. Et en faisant en fait en gros des repérages pour du son d'ambiance, par exemple dans la nature, il va en fait être témoin d'un accident qui implique un peu, je crois, le Premier ministre ou le Président, si je me trompe pas. Et en fait, c'est en réécoutant ces bandes d'enregistrement qu'il va se rendre compte qu'en gros, il y a un sorte de complot derrière cet accident qui est bien plus important que ce qu'il imaginait. Et en fait, ça va le mettre dans des problèmes, vu que
il va en fait aussi se lier avec la seule témoin qu'il y avait de cet accident, qui est un personnage féminin qui va être aussi mis en danger par rapport à la découverte de ce complot. Et du coup, voilà, en gros, ça va tourner autour de ça, l'histoire. Et du coup, je ne vais pas trop en révéler, comme ça les gens qui viendront le voir découvriront s'ils l'ont jamais vu. D'accord. Et du coup, ça veut dire que vous avez fait ça dans le cadre de Ciné Campus. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est, le concept peut-être ? Oui, alors Ciné Campus, c'est dans le cadre de notre cours en licence de cinéma à l'université Paul Valéry. Donc, en fait, on va projeter une séance de cinéma à l'Utopia dans toutes les étapes, de A à Z, vraiment. Donc, la diffusion, comprendre comment ça se passe et s'arranger avec le cinéma pour pouvoir avoir le film. Donc, nous, on a choisi le film Blowout de Brian De Palma qu'on diffusera ce lundi, le lundi 31 mars à 20h à l'Utopia, du coup. Ok. Et avant qu'on reparle un petit peu de toutes ces infos, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le choix du film a été fait ? Est-ce que vous avez eu un petit peu des conflits, des débats ? Est-ce que ça vous a fait sens de prendre celui-ci de manière unanime ? Il n'y a pas eu de conflit par rapport au choix des films. Juste au début, on n'avait pas choisi celui-là. C'était pas celui qu'on avait acté. En gros, au début, on était plutôt parti sur Conversation secrète de Francis Ford Coppola, qui est un peu pas dans le même thème, mais c'est un film qui se rapproche un petit peu, c'est-à-dire que c'est un film avec Gene Hackman où c'est un agent du FBI qui fait des écoutes et en gros il devient parano aussi parce qu'on s'imagine qu'il y a un complot contre lui et qu'il est écouté. Et du coup ça nous paraissait assez intéressant pour ce qui est de la voix. Et en fait on n'a pas eu les droits de diffusion pour le film, du coup finalement on s'est replié sur la deuxième idée qui était Blowout et qui marche très bien, moi je trouve. En fait la voix et le son sont un révélateur de vérité dans ce film et c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est une filiation un peu avec le film Blow Up d'Antonioni qui était sorti dans les années 60, où dans celui-là la révélation en fait d'un crime est plutôt par la pellicule, donc la photographie, et là c'est le son, donc il y a quand même une corrélation entre ces deux films, que ce soit par le nom et par rapport en fait au médium qui est utilisé. Et puis en fait voilà, je trouve ça plutôt intéressant en fait. D'accord. Et juste, tu as parlé que c'était une question aussi de droit pour la diffusion. Comment ça se passe ? Vous vous êtes adressé à qui pour les avoir et comment ça se fait que pour Blowout, vous les avez eus et pas celui-là par exemple ? Alors pour ça, c'est pas nous qui nous en occuperons, c'est les gens qui dirigent Utopia. Ça peut être compliqué parfois parce qu'ils ont peut-être pas... Certains films, en fait, c'est dur de trouver les producteurs pour qu'ils acceptent, etc. Et donc je pense qu'il y avait des petits problèmes. Donc je sais pas vraiment en vrai. Et du coup, votre rôle à vous, ça a été quoi du coup dans cette organisation ? Eh ben, on a géré un petit peu les choix des films, donc on a pu participer en disant qu'on voulait Blowout à l'Utopia, notre deuxième choix. Et il faut quand même préciser que malgré qu'on ait eu le film, on a eu des droits de diffusion beaucoup plus élevés que les autres en termes de prix. Donc on a quand même la pression de devoir faire salle pleine pour pouvoir rentabiliser le coût à l'Utopia. Bon, au moins, ça a été plutôt efficace et plutôt sympa, j'imagine. Et vous nous aviez écrit qu'il y avait du coup un échange avec Antoine Brochu, si je dis bien le nom, qui est ingé son. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, du coup, on a eu son contact, je pense, plus avec la prof, je crois. Et en gros, Antoine Brochu, il a travaillé sur pas mal de films. Donc, que ce soit des téléfilms, il a aussi travaillé, par exemple, sur Athéna, qui était sur Netflix. Donc, il nous avait dit que c'était un tournage assez sportif. Voilà, c'est un film avec beaucoup de plans séquences et lui il a fait du coup le son sur le film, donc c'était un truc assez sportif. Et en fait on l'a rencontré, c'était plutôt intéressant ce qu'il nous avait raconté, étant donné que le personnage de John Travolta dans le film est ingé son. Il y a du coup la filiation plutôt facilement, et puis il aime bien le film, donc il était assez chaud de venir, et voilà, c'est plutôt cool. En vrai, il va pouvoir donner son avis sur le film, et après on a des questions par rapport à son métier, ou en rapport aussi avec le film qu'on lui posait. Donc, oui, du coup, tout se passe à l'Utopia, donc il y a une bonne soirée. Est-ce qu'il y a un coût pour la soirée, pour la séance ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça se passe ? C'est juste en réservation ? Je ne sais pas si vous pouvez réserver. En tout cas, les tarifs, je crois que c'est 7 € pour ceux qui ne sont pas étudiants. Pour les étudiants, c'est environ 4,50 €, je crois. D'accord.
Et voilà, donc c'est plutôt raisonnable. C'est à 3,90. Ah bah voilà, du coup, si vous êtes étudiant, vraiment, ne manquez pas ça. Il y a un échange super et c'est constructif. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter sur du coup cet événement? Est-ce que vous avez des espoirs un peu précis avec cette soirée? Moi, j'espère que ça permettra à certaines personnes de découvrir le film, et moi, je suis content. En vrai, j'ai plutôt hâte que ça se fasse et qu'on passe une bonne soirée. Oh, ok. Allez, juste 2 mots chacun pour teaser tout le monde et du coup un petit peu donner l'ambiance. 2 mots chacun. En 2 mots, si vous devez rassembler les gens, quoi. Ah, compliqué ça. Suspense. Moi, je dirais à l'instant. Brian De Palma. Voilà. Ok, ça fait 2 mots. ça marche. Et toi, Théa? Convivialité dans un premier temps et cinéma. Et bah ça, si c'est pas beau. Franchement, merci infiniment pour être venu nous parler de cette projection. On refera un petit mot vers la fin de l'émission si ça vous va pour redire quelques informations. Mais vous inquiétez pas, chers auditeurs, parce qu'il nous quitte pas tout de suite. C'est seulement que c'est l'heure du quiz qui a été écrit par Hugo. Et donc si vous êtes chaud, c'est tout de suite. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Ok. On a définitivement un trop petit plateau. Et oui, tout le monde s'installe encore. Désolé pour les bruits. Hugo, tout le monde est prêt? C'est moi qui fais le quiz pour une fois. Oui. Vu que j'étais trop fort, on m'a mis au quiz. Voilà. Wow. On va commencer avec, c'est dans le titre. Trouver le titre du quiz avec le mot quiz à l'intérieur, avec les films qu'on a critiqués cette semaine. Donc nous avons Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Nous avons Prosper et nous avons The Aslo Night. Quelle est vos propositions? C'est The Alto Night. T'as dit The Aslo. The Aslo, ouais, tu m'as compris. Okay. Nous on l'a. C'est celui qu'on avait, ouais. Tu peux répéter les règles parce que j'ai pas très bien compris. Vas-y. J'ai fait un titre de quiz avec le mot quiz. Ce titre est un mélange entre le mot quiz et les films qu'on a critiqués cette semaine. Ah, ok. Donc en gros, faut que tu prennes le titre d'un des titres de films qu'on a vu et que tu mettes le mot quiz dedans, que tu fasses un jeu de mots avec. Okay. Ah, il faut que je... Oui, il faut trouver. Faut trouver le titre. Suspense. J'ai Alto Quiz, je pense. Aïe. Vous avez dit quoi, vous? On avait la même idée. Tu restes sur ça, du coup? Et nous, avec Lucas, on a Ma mère, Dieu et Quizy Vartan. Ah non, c'était aucun là. C'était Ma mère, Quiz et Sylvie Vartan. Oh, désolé. C'est tellement facile. Ça se fait pas. Et après, on critique mes titres de quiz à moi, quoi. Musique de film. Dans quelle œuvre entend-on cette musique? Harry Potter? Non. Killer of the Flower Moon? Non, c'est un lien avec l'actualité, mais pas dans les films critiqués. Avec l'actualité? Non. What? Avec l'actualité... Il vient d'un Disney. C'est une comédie musicale et c'est pas un Disney. Wicked? Non. Ça aurait pu. La La Land? Non. Bah non. Hein. C'est Tonton Spielberg qui a fait le film. West Side Story. Je sais pas. West Side Story. Ah, bien vu, Lucas. Bien vu. En or ou en bois? Je vais vous dire des vraies infos et des fausses infos. Retrouvez qui quoi. John Carpenter va composer la musique du prochain film de science-fiction de Bong Joon-ho. En or ou en bois? Nous, on a la réponse avec Lucas. Tu penses quoi? Ok. On dit en bois, nous. En bois? Vous dites quoi? C'est une science-fiction. En or. Vous dites quoi, Maxime? Alors attends, tu m'as foutu un doute. Mais elle est bizarre. Oui. Elle est mal pensée. Mais normalement, c'est. C'est un film de zombies. En science-fiction. Donc normalement, oui, c'est vrai. C'est en or. Ouais. Et du coup, c'est un bois. C'est bien John Carpenter qui la musique. Ouais, fait la musique. Un film de science-fiction. Mais c'est pas un film de science-fiction, c'est un film d'horreur. C'est un film de zombies. Non. Un or ou un bois? Ça peut être de l'horreur de science-fiction. Hein. C'est bon. Un or ou un bois? Jack Black est devenu accro à Minecraft pendant le tournage du film. C'est sûr. J'ai la réponse. Ouais, en or. Nous, on dit en or. Un or?
Un or ou pas? Ouais, en or, je pense. Ouais, c'est en or. Eh bien, c'est bien un or. Ouais. Donc, Jack Black est devenu accro, il a fait plus de 100 heures et il est devenu maniaque du son du lapis lazuli. Ouais, et il avait même annoncé qu'il allait faire le film Minecraft en postant une photo de lui sur Instagram avec Minecraft pour les nuls, le livre. C'était très drôle. En or ou en bois, George Clooney ne fera plus de comédie romantique. C'est possible qu'il en ait marre, mais je sais pas. Vas-y, je te fais confiance. T'en penses quoi? Vas-y, moi je te suis. Ok. Et bah, c'est vrai. Vrai? Ouais, en or, je pense. Ouais. Eh bien, c'est bien en or. George Clooney ne fera plus de comédie romantique. On n'avait pas répondu, nous. Ah merde. On a dit oui, on a dit oui, bon. Ouais. Du coup, George Clooney ne fera plus de comédie romantique. Il ne tente plus de rivaliser avec des hommes de 25 ans. Qui a dit... J'ai pas noté les scores, voilà. Superbe, heureusement que les la scores, régie est là. on en a 10. Ouais, c'est bon. Alors, qui a dit, je vais dire une citation pour retrouver ce qu'il a dit. Gagnez de l'argent pour financer vos premiers films, mais ne le gagnez pas en travaillant comme employé du bureau. Allez travailler comme videur dans un club libertin. Putain, je sais qui c'est. Travaillez comme directeur d'asile. Allez dans un ranch et apprenez à traire une vache. Gagnez votre vie. J'ai comme vu la ça, citation passer. dans la vraie vie. C'est un réalisateur allemand. Ouais. Il a fait un documentaire sur des grizzlies. Werner Herzog. Voilà. Putain, j'avais vu la citation passer, je l'ai entendu là, moi. Je suis dégoûté. Je suis pas sûr. C'est là-bas, ok. Oh, franchement, ils auraient pu avoir un demi-point. On peut donner un point, Ciné Campus, il gagne pas souvent. Un demi-point. Ah ouais, Allez, je d'accord. donne un point pour tout le monde. Voilà. Attention pour un premier quiz, une nouvelle catégorie de questions. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Alors, comme son nom l'indique, c'est une question qui n'a aucun rapport avec le cinéma. Donc, parmi ces 4 propositions, trouvez quelle est la bonne proposition. Cette semaine, nous avons découvert 128 nouvelles lunes gravitant à travers une planète du système solaire. Mais de quelle planète s'agit-il? Est-ce que c'est Jupiter? Est-ce que c'est Saturne? Est-ce que c'est Neptune? Ou est-ce que c'est le Soleil? C'était ça, ta putain de question avec des planètes, je te déteste. Ok. Tu peux répéter les planètes, s'il te plaît? Jupiter, Saturne, Neptune ou le Soleil? 128 nouvelles lunes. Ça m'est familier. Ouais, Jupiter aussi. Jupiter. Je te fais confiance. Voilà, je vais dire Saturne. Et c'était bien Saturne. Putain, je voulais dire Saturne en plus. Bah, bien joué. Allez, Prochaine question. Voilà. Donc, on va passer au quiz spécial. Le thème est les costards et chapeaux au cinéma. What? Ah, pas mal. Donc, on va commencer par Merci de Québec. C'est le nom original au Québec. Donc, c'est Les Silences du désir. Faut retrouver le titre en français. Les Silences du désert. Les Silences du désir, pardon. Ah, les Silences du désir. Non. Ah, je sais pas là. Attends. C'est un film d'amour. What? Elle est dure celle-là. Les Silences, t'as dit? Oui, Les Silences du désir. Le titre français. Cherchez bien avec des costards, des costumes. Des costards surtout. Silence of Desire. Un film d'amour, je crois qu'il est coréen. Coréen? Non. Hongkongais, pardon. Hongkongais. Hong Kong. In the Mood Ah, for Love. Et The Mood for Love. C'est le titre Bien québécois, joué. ça. Silence. Waouh. Ça va loin. Les Québécois, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ouais. Qui c'est celui-là? Je veux dire le nom d'un personnage. Jack et Elwood Blues. Qui c'est ces deux personnages? Les Blues Brothers. Oui. Waouh. Maïli Costard. Oui. Donc on est à 6, 4 et 6 pour Oksana et Jules. Maxime et Lucas, vous avez 4 et Ciné Campus, vous avez 3. Oui. Selon moi. Peut-être. Une réplique, un film. Dans quel film on retrouve cette réplique? Colonel Blanchet, mon capitaine. 5e groupe, j'ai votre courrier. Ici Glantine, parlez. La 7e compagnie, mon colonel, le capitaine. La 7e compagnie. Oui, c'était bien là. Mais attends, vous avez pas dit le nom. Vous avez dit la 7ème compagnie, mais c'est pas le nom. Parce qu'il y en a 3. Panique à la 7ème compagnie. Non, bon, je vous La l'accepte. 7ème compagnie, c'est le film. Mais où donc la 7ème compagnie. Je vous l'accepte quand même. Hop. À Maxime et Lucas. À moi. Je vais vous lire la Merci Sens Critique. Je vais vous lire une critique négative d'un film sur Sens Critique. À vous de retrouver le film. Je ne comprends pas ce que les gens ont avec ce film. Un tel engouement pour rien finalement. Tout ce qu'on dit, ce sont des longues discussions entre vieux cons.
The Altonite. Non. Un peu dans le même style. Qui font mine d'avoir de l'autorité, tout ça parce qu'ils sont entourés de gorilles sans cervelle. Le parrain. Qui ont les cheveux, cheveux gominés en arrière et un accent particulier. Les affranchis particulièrement reconnaissable, non. Casino. Non, une galerie de personnages plats tout autant que l'intrigue et une impression de longueur qui n'en finit pas. Les films sont déjà trop longs de bâge, pas la peine d'en rajouter. Pourtant c'est prometteur. De Niro, Al Pacino, un film de Caster. Non. Irishman. Non. Mais non, le public veut de l'action. Killer of the Flower Moon, non. Ou plutôt des accents qui nous tiennent réveillés. 3 heures et 22 minutes avec 2 fusillades, tout au plus. Puis je rappelle un film de gangster. C'est honteux, monsieur Coppola. Je me suis demandé si je ne me regardais pas un film de Jim Armstrong durant un moment. Mais alors là, on n'a pas trouvé. Le Parrain 2. Le Parrain 2. Mais j'ai dit le Parrain, moi. Oui, mais t'as dit le Parrain 1. C'était si long qu'on trouve, franchement, quelle honte. Oh là là. La description physique, je vais décrire les vêtements d'un personnage, à vous de le retrouver. Donc il a un blazer, simple boutonnage, un lin rouge saumon à 2 boutons, avec un revers cranté, distinctif, en forme de bouche de poisson. Poche plaquée sur les hanches, poignée à 1 bouton et longue fête arrière double. Pantalon en soie crème à 2 bas plats, avec une taille allongée, des jambes légèrement évasées, et un bas ourlé à uni. Une chemise un peu en soie, rouge clair à manches longues, avec grand col en pointe, poche, poitrine monogrammée et poignet carré à pattes lapindus à 1 bouton. Vous avez un indice sur l'écran. Bah il était mais il est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir l'indice? Il n'y a pas l'indice. C'est pas grave. L'indice. Bah non. Casino. La balle, c'est maintenant. C'est qui dit Casino en premier? Casino. Casino, c'est qui? C'est Robert De Niro. C'est bien. J'y ai pensé quand il a dit Rose, ouais. Casting de film, il faut un casting de film. Retrouvez le casting du coup. Retrouvez le film du coup. Oui, pardon, le film, pardon. James Hayden, Richard Bright, Danny Aiello, Trey Williams, Tuesday Weld, Burt Young, Joe Pesci, Elizabeth McGovern, James Wood, Robert De Niro. Les Affranchis? Non. Casino? Non, c'est une trilogie. Le Parrain? Non. Une trilogie? Trilogie, c'est une trilogie d'un réalisateur italien, si je ne me trompe pas. Une trilogie avec De Niro? Ouais, avant, dans les précédents, il y avait Clint Eastwood. Il était une fois l'Amérique. C'est ça. Ah putain, oui. Oh, bien wesh. La trilogie de Deblar. Franchement, ça va être la première fois que je gagne grâce à Jules. Enfin, de manière toute émission confondue avec n'importe qui. Le jeu des contraires, c'est une question de rapidité. Le principe est simple, j'ai remplacé tous les mots d'un titre d'un film par des contraires. À vous de retrouver le titre. Chantons sur le soleil. Chantons sous la pluie. Sous la pluie. Qui l'a dit en premier? Moi. Ok. Non, mais t'as dit chantons sous la pluie. T'as dit chantons sous la pluie. Ah, c'est dansons sous la pluie. Ouais. Allez, je l'accorde à Maxime, je suis désolé. Musique de film. Dans quel film on peut atteindre cette musique? Les Tontons Flingueurs. Oui, c'est ça. Putain, non. Je la sais puisque c'est la sonnerie de téléphone de mon grand-père, putain. C'est la sonnerie de tous les grands-pères. Ça, putain. Duel time, un duel au sommet. La prochaine question vous plaidera, vous gagnez soit 3 points, soit vous perdez 3 points. Vous avez, du coup, c'est Oksana et Jules, vous choisissez le thème entre smoking blanc, smoking gris ou smoking noir. Gris, c'est bien. Ok. Allez. Gris. Sachant qu'il n'y a que le chef d'équipe qui peut répondre. Hein. Oui, c'est Jules. Non, c'est Oksana. C'est Oksana, le chef d'équipe, pardon. Donc il n'y a que toi qui peux répondre. On est foutu dans tous les cas, ça du coup, Maxime et Lucas, vous choisissez entre les deux. Il reste quoi comme choix? Il reste smoking blanc, smoking noir. Alors c'est moi qui choisis blanc ou noir. Noir, s'il te plaît. Ok, vous avez donc le smoking blanc. Donc on va commencer par Oksana et Jules. Donc c'était bien smoking gris. On n'a pas parlé de la figure des costards. On va parler de James Bond. Oh non, je suis nulle. Quelle marque habille James Bond? Est-ce que c'est Armani? Est-ce que c'est Tom Ford? Est-ce que c'est Ralph Lauren? Ou est-ce que c'est Kingsman? J'ai envie de dire Kingsman, mais je suis même pas sûr, c'est juste parce que ça me fait rire. Okay. On note la question du coup. Tu l'aurais eu toi? Ouais. Du coup, c'est à vous maintenant. Ouais, smoking noir, s'il te plaît. À Maxime et Lucas, smoking noir. Combien de styles différents de costumes ont été conçus pour le film Spectre?
Est-ce que c'est 4 styles? Est-ce que c'est 6 styles? Est-ce que c'est 8 styles? Ou est-ce que c'est 10 styles? Alors déjà, je connais pas le titre, je connais pas le film, je suis désolé, Spectre, je connais pas. Alors tu m'as dit 4, 6, 8 ou 10. Allez, au pif, 6. 6, ok. Et on finit avec Cinécampus. On connaît tous le smoking blanc avec une roche de James Bond. Mais dans quel film le smoking n'est pas apparu? Est-ce que c'est dans Indiana Jones et le Temple Maudit, porté par Harrison Ford? Est-ce que c'est Spectre, porté par Daniel Craig? Est-ce que c'est Goldfinger, porté par Sean Connery? Ou est-ce que c'est L'homme au pistolet en or, porté par Roger Moore? Vous avez le droit de répondre à les deux. Parce que vous êtes Cinécampus. Ils sont là si tu veux t'aider. Tu peux juste reposer la question parce que j'ai pas... tu vas pas écouter, c'est pas grave. On connaît tous le smoking blanc avec une roche, mais dans quel James Bond ou film n'est pas apparu ce smoking? Est-ce que c'est Indiana Jones, Spectre, Goldfinger ou L'homme au pistolet en or? Je pense que c'est le film avec Roger Moore. Ok, je note ça. Donc pour les réponses, du coup... Oksana et Jules. Ce n'est pas Armani qui a... c'est pas Armani. Ce n'est pas Ralph Lauren. Et ce n'est pas Kissman. C'est Tom Ford. Je ne l'aurais pas eu. Non mais c'était dur là aussi. Je l'aurais pas eu non plus, moi je connaissais pas. Je suis pas bien. Du coup, pour vous, j'ai plus vos noms. Maxime et Lucas. C'est quand même les plus anciens. Hein. Oui, je sais. Ça pas le respect. Hein. Alors, c'est terrible. J'ai dit 6 au pif. 6 au pif. Et non, c'était 8 styles différents. Putain, mais comment tu fais ça? Non, pardon, t'as raison en fait. 6 styles. Quoi? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc ça fait 3 points en plus. Ah yes. Et pour Cinécampus. Du coup, est-ce que c'est... Il y a bien le smoking blanc avec une roche dans Indiana Jones, porté par Harrison Ford, c'est une référence. C'est bien porté par Spectre, par Daniel Craig. Et c'est bien porté par Sean Connery dans Goldfinger. Et donc vous avez raison, c'est L'homme au pistolet en or. Cinécampus vous dépasse. C'est la honte. Du coup, j'avais gagné avec Cinécampus. Par un heureux hasard, c'est vous qui le gagnez, merci Lucas. On a gagné le quiz. Lulu, tape-moi 5. Yes. Et ben, franchement, félicitations à Cinécampus déjà pour votre participation. Vous nous avez gagné, Jules et moi. Bravo à vous, mais vous, de toute façon, je vous déteste. Nous, on est des merdes, voilà. Voilà. Écoutez, on va du coup, parce que je suis triste d'avoir perdu et que je suis très mauvaise perdante, on va tout de suite se passer au reco de la semaine. Et restez avec nous, Cinécampus, parce que vous allez nous rappeler nos informations, vos informations qui deviennent nos informations. Tout de suite, les recos. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Très bien, Hugo, puisque tu as fait le quiz, à toi l'honneur pour commencer cette petite recommandation. Je vais vous recommander le film Annette de Léos Carax, mon réalisateur préféré. Voilà, donc Léos Carax est un génie, donc allez le voir. C'est l'histoire d'un couple de stars qui vont vivre un peu leur déchirement. Et c'est une comédie musicale et c'est génial, allez le voir. Ok, merci beaucoup pour cette recommandation. Maxime, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Ouais, alors moi je vous recommande le livre de Mallory Monnier qui s'appelle Libéré de l'inceste, que j'ai juste entre les mains ici. Donc c'est un livre sur ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire les années d'inceste qui ont été faites par son père et ce qu'elle a subi. Et surtout dans ce livre, elle apporte au fait un double regard, à la fois du coup en tant que victime et en tant que psychologue, puisqu'elle est psychologue de formation. Et donc du coup on a justement qu'est-ce qui lui est arrivé et en même temps s'expliquer pourquoi ça lui arrive et comment est-ce que ça arrive et comment ça se déclenche. C'est extrêmement intéressant. Je suis actuellement en train de le lire, je l'ai pas terminé malheureusement, mais voilà, c'est extrêmement important, surtout dans un contexte et une période comme la nôtre où on a besoin justement de cette libération de la parole, notamment de l'inceste qui fait partie des violences sexistes et sexuelles qui malheureusement sont les plus tabous dans notre société. Donc foncez acheter ça, c'est sur Amazon, vous pouvez le lire, ça se lit très facilement. Amazon, c'est pas bien, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver dans plein d'autres endroits super chouettes. Je l'ai trouvé que sur Amazon. Ouais, voilà. Et bah justement, il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit dans d'autres librairies. Merci beaucoup. Lucas. Moi, je vous recommande le long métrage de notre cher Luca Bernardini qui va sortir vendredi. Jeudi, non? Non, vendredi. Le 28 mars, si je ne me trompe pas. Exactement. Et c'est un long métrage, j'ai eu la chance de participer, mais je le recommande absolument pas pour ça.
je trouve que c'est un premier long métrage avec une sensibilité, une humanité quand même assez bon. Et moi, premier long métrage, c'est admirable. Et la seule qui s'en sort le plus, c'est ce côté camaraderie qu'il a réussi à mettre à l'écran, à mettre au visuel, au personnage. Et ça, c'est merveilleux. Et je l'embrasse, je suis fier de toi. Voilà. Des bisous, plein de bisous. Et puis surtout, ça reflète l'intégralité de son contenu, de l'univers de Lucas, et ça le reconstruit très très bien, l'univers des Muppets. Voilà. J'ai eu peur, j'ai très peur quand tu parles, Maxime. D'accord. Vu tous les punchs que tu dis tout le temps. Jules, une reco? Ouais, moi je vais recommander Cyberpunk 2077, mais la version Ultimate, ou donc avec du coup le DLC compris. Parce que en fait c'est une des plus belles réhabilitations d'un jeu vidéo que j'ai pu voir, parce que j'avais commencé à y jouer sur Xbox One, c'était catastrophique, et je suis revenu il y a quelques mois sur PS5 et j'ai mangé le jeu, et en fait c'est un univers fantastique avec une histoire folle, et je vous conseille fortement du coup de foncer dans cette expérience qui est assez unique dans le jeu vidéo, surtout du coup pour un jeu qui s'est aussi bien racheté aux yeux des joueurs. Merci, c'était clean. Et je vais avoir une petite reco aussi, c'est pour soutenir les copains, on va dire ça. J'ai des amis du coup qui ont fait une chaîne YouTube, vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, peu importe. C'est 3CP en fait, c'est un collectif du coup de comédiens, de réals et plein d'autres petits corps de main de ce métier-là, qui se la donnent et qui du coup nous font plein de petites pépites très comiques, très humour, à destination du coup de YouTube, et puis juste de kiffer la vie. Ils sont aussi du coup à cheval pour faire plein de courts-métrages pour des festivals à venir, mais là ils se concentrent sur le web, donc voilà, allez leur donner de la force, c'est super chouette, et puis même eux, ça leur permet du coup de continuer de leur donner matière aussi. Voilà, on rappelle tout de suite aussi les informations de Ciné Campus qui du coup nous présente un super film, donc voilà, je vous laisse la parole. Intimidation. Du coup c'est le lundi 31 mars, donc lundi prochain. Oui. C'est à 20h au cinéma Utopia. Et voilà, pour la localisation, vous pourrez trouver facilement. Et je vous rappelle que du coup, il y a un échange aussi avec Antoine Brochu. Oui, c'est ça. Super, j'ai retenu, qui est ingé son, pour venir discuter du coup de son métier, apprendre plein de choses, c'est super sympa. Si vous avez le pass Youth, c'est quasiment rien, c'est à peu près 3-4 euros. Et puis sinon, c'est 7 euros, franchement, c'est une pinte ou deux. Franchement, allez-y. Sur ce, du coup, écoutez, on va terminer cette super émission avec beaucoup de gens à la table et c'est super chouette. Fais le petit signe. Mais j'ai pas fini, oh. J'allais le lancer. Bah oui, mais j'allais le lancer, laissez-moi finir ma phrase. Bah super, je boude. Voilà. Merci du conseil. J'allais le faire, purée. On est horrible. Je vous déteste tous autant que vous êtes, sauf vous les gens de Ciné Campus. L'émission touche à sa fin, elle est même déjà terminée depuis un petit moment normalement. Nous sommes en retard, donc merci à mon équipe de chroniqueurs qui est dévouée. Merci de m'avoir accompagné pendant cette émission. Lucas, merci. Jules, Hugo, Maxime, même si bon voilà. Ensuite, un grand merci à la technique, surtout à Yanis qui est là et qui essaye de s'en sortir malgré mes bourdes. Ensuite, merci à Simon qui est aujourd'hui du coup à la vidéo. Merci à Corto et Théa d'être venus nous présenter le film de Ciné Campus. Merci au petit public qui est là aussi. Bien sûr, on a un joli public. On leur fait coucou, merci beaucoup, merci à vous les auditeurs. Et surtout, si vous avez envie de continuer à nous suivre, de revoir l'émission et de retrouver les infos, c'est sur Facebook, Instagram, YouTube et toutes les plateformes de podcast où on retrouve les replays des émissions. La semaine prochaine, c'est Maxime qui sera aux commandes de l'émission. 3 films sont au programme que je n'ai pas notés, donc vous les verrez plus tard, mais on recevra. Il n'y a pas 3 films au programme. Il y en a 4 Non, il y en a 2. Il n'y a pas un programme défini, au fait, c'est simple. Et ben voilà, superbe. On va faire très simple, c'est émission spéciale sur nos films préférés avec des voitures, voilà, taxi. Non, je voulais finir, j'avais un timing. Il a réussi à mettre taxi à nouveau. Voilà, donc foncez voir cette émission, c'est incroyable, on va parler de voitures et de bagnoles, ça va être incroyable. C'est terrible, mais surtout vous aurez aussi une émission, une interview dans l'émission d'Olivier Gutierrez, si j'ai bien compris. Il m'a pas répondu. Superbe. Que d'imprévu. Et ben vous savez quoi, puisque je suis colère, on va tout de suite écouter une super chanson, c'est That One Time de Rhapsody. Voilà, merci encore à vous et bonne soirée, et on vous souhaite du coup une bonne fin de soirée. Bref, signé Radio Campus de Cinéma Show. Bisous, bisous. I think the most beautiful shit is when you can be the most honest with yourself. Like that.
I think that's when you're the most free, when you could be vulnerable and allow yourself to not be perfect, you dig? Just be human and shit. Yep, that's the work I've been doing anyway. You gotta dig deep in that shit. It's taking some time, but we getting in. Shit ain't easy though, for real. It only took one time. I came out different. I'm just like Gloria. Except my smile missing. I was experimenting. I've been known niggas lie. I found out so do women. You were my one time. I came out different. My smile gone. I'm turned out. Now I can't listen to those songs. Memories come with them, hard to revisit. Hard to count on love. My heart broke to a bunch of digits in the mirror. Asking my inner child what I'm missing. What's wrong with me? Shit, nigga. That's what's wrong with me. Felt X'd out by my exes and mama's wisdom. Saying never marry while I'm laying next to a married nigga. Knowing if my brother-in-law cheated on my sister, I'd be pissed with him. I'm such a hypocrite. I never baptized, I would've been disfellowship if Jehovah's Witnesses witnessed the things I did. I'm such a hypocrite, insecurity. I never felt socially accepted or wanted physically. Got me changing, experimenting. I fell in love with her, now I'm smiling different. Am I hurt turned out? Or maybe I'm still triggered. Never felt wanted or pretty by no niggas, yeah. Shit, it only took one time and one more. 2, 3 times and 4 long. We in relationship, my thoughts debating with who I am, who I'm living for. My parents, pastors, my demon, my fears, my nieces, my nephew, my fans, clinging to society, who always label me but can't define me quite entirely. Entirely, I'm overcome with it all. Opened my vault, found my value and my truth and my flaws. It only took one time for me to question it all, for real. You gotta look in that mirror and ask those questions to you and only you, because you're the only one that can answer them, you know? They call it, I think, in the medical field, I think the professional term is to unblock that child, or even unblock that trauma, or, I don't know, you just gotta audit with yourself. You gotta be okay with just being imperfect. Life is a process, we just going through it. That's right. Matter of fact, though, where my phone at, though?